Bonsoir à tous les amis, bienvenue pour ce débrief. Ils ont réussi à faire mieux que Inter-Barça de l'an dernier, quoi. Franchement, chapeau. Je pense qu'on a tous besoin de reprendre notre souffle, de sortir de cette apnée de 90 minutes et de réaliser ce qu'on vient de vivre. La plus grande demi-finale de l'histoire de la Ligue des Champions, le plus grand match peut-être éliminatoire de l'histoire de cette compétition, meilleur match tout stade confondu, phase de groupe, ce qui vient après les barrages, les huitièmes. Il y a un match qui me vient en tête, c'est forcément la remontée de Liverpool contre le Milan. Mais là, c'est juste, en fait, quand ce sport est comme ça, que ça se rend coup pour coup, que personne ne calcule, personne ne triche, quand ça va à toute vitesse, c'est rare, mais vraiment, il y a des actions que j'aurais aimé voir au ralenti pour des déplacements, des gestes, des appréciations défensives. Là, je pense que le réalisateur, il pouvait pas, juste parce que ça allait beaucoup trop vite, il y avait aucune pause. Niveau rythme, c'était un truc fracassant, et ce qui est encore plus marquant, c'est que les titulaires étaient à un niveau dingue, et les entrants, même en étant, tu vois, sur une petite préparation, en étant un peu plus frais, je trouvais qu'ils avaient l'air vraiment dépassés par l'intensité du match et cette énergie assez folle. J'ai juste envie de dire merci à ces 22 acteurs, un peu plus, à Compagnie, à l'adjoint de Compagnie, puisque le coach belge était en tribune, à Luis Enrique au parc, à la réalisation, même à vous. J'ai envie de dire merci à tout le monde, à la terre entière pour ce qu'on vient de vivre, parce que c'est une des plus grandes soirées de foot que j'ai pu vivre en direct. C'est un des meilleurs matchs. Voilà, j'ai pas tout... Parce que évidemment, là, on est un peu dans la culture de l'instant, manque de recul, mais en vrai, tu vois ce match, 9 buts sur 11 tirs cadrés, t'as du renversement de situation, t'as des gestes de folie. On n'a même pas eu le temps d'apprécier certaines réalisations, mais sincèrement, le but de Luis Diaz sur le 5-4, est-ce qu'on se rend compte la qualité déjà de la passe de Kane, l'enchaînement de Luis Diaz? Certains vont dire oui, mais Marquinhos joue mal le coup. Ce soir, on va pouvoir tomber sur les gardiens, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de tirs cadrés, beaucoup trop même, qui sont convertis sur les défenseurs, mais est-ce qu'on peut pas juste reconnaître que les attaquants ce soir étaient à un niveau dingue, mais il n'y avait rien à faire. Ils avaient des inspirations, des gestes de fou. Enfin, tu prends le match d'Olysée, tu prends le match de Kane, tu prends le match de Luis Diaz, tu prends le match de Dembélé, tu prends le match de Kvara. Doué peut-être un ton en dessous, mais c'est pas un match ignoble, c'est un match qui reste intéressant. J'ai vraiment envie de rendre hommage surtout aux attaquants, plus que dire bon, les défenseurs se sont trompés, loupés. Enfin oui, ça peut arriver, et quand tu te fais mélanger par des gars comme ça, qu'est-ce que tu veux faire? Michael Olise, on l'attendait tous, le duel avec Nuno Mendes, parce que c'est vrai que c'est un des tout meilleurs joueurs à son poste face au meilleur latéraux gauche, le meilleur latéral gauche du monde. Olise, il était intenable. Il y a eu un entame, tu vois, il s'est petit à petit mis dans le coup. Il y a eu 2-3 dribbles qui ne sont pas passés, mais à partir du moment où Olise a décidé de mettre son empreinte sur cette rencontre, c'était impossible de le stopper. Et il y avait des gestes, des fulgurances. Moi, j'étais ébahi, quoi. J'étais devant ma télé, je me dis, attends, ce gars-là, là, avec son petit maillot vert mentholé aux États-Unis, il jouera pour l'équipe de France. C'est pas un rêve, c'est réel, c'est concret. Il va pas jouer pour l'Angleterre, il va pas jouer pour l'Algérie, il va pas jouer pour le Nigeria, il va jouer pour l'équipe de France, et c'est trop fort. Enfin, il y a une geste, c'est ça, je pense, comme vous, en première période où il dépasse Nuno et il fait cette conduite de balle, long de ligne, sans que ça sorte. En plus, moi, j'ai l'impression vraiment que ça va sortir, et c'était une belle inspiration qui aurait pu se transformer, tu vois, en sortie en 6 mètres pour le PSG. Non, il réussit à faire quelque chose. Derrière, c'est quasiment un CSC, puisque ça touche le poteau. Ouais, il va falloir qu'on reprenne nos esprits, parce qu'on a un débrief à faire. C'est vertigineux. J'aime tellement ce sport quand il est comme ça, quand je vois deux équipes au summum de leur niveau. Ce qui est bien, c'est qu'on se disait, par rapport à l'état de forme, Paris, Bayern, c'est les deux équipes qui nous impressionnent le plus, et on a envie de voir un sommet footballistique. C'était la finale avant l'heure. Et très clairement, voilà. Enfin, est-ce qu'il peut y avoir mieux que ça? Bon, il y a un match au retour. On commence à faire les petits calculs. C'est dans 8 jours, 190 heures. On va mettre le compte à rebours. Mais j'attends ce match avec impatience. Et c'est bien. Parce que vraiment, on a eu ce sentiment qu'à 5-2, le Bayern avait pris 2-3 coups de suite, que Neuer pouvait faire aucun arrêt, que les Parisiens étaient inarrêtables, que Kvara était déchaîné dans sa soirée,
comme il a l'habitude en Ligue des Champions, que Dembélé a mis le coup aussi qu'il fallait. Et je me suis dit 5-2, c'est dommage parce que le Bayern, en vrai, ils ont fait leur match avant, ils ont eu des opportunités, dès qu'ils arrivaient dans les 30 derniers mètres, il se passait des choses. Et ce qui me frappe le plus dans cette première période du Bayern, t'as vraiment le sentiment que ça allait des deux côtés, tout ça. Et je regarde, 3 tirs pour le Bayern, j'ai l'impression qu'ils avaient tiré 10 ou 15 fois. C'est ça ce qui est bien, c'est que des fois tu peux arriver dans la surface adverse sans te procurer de frappe, c'est-à-dire que Paris a quand même bien défendu à contenu, ou que le Bayern a manqué un petit peu peut-être de lucidité, de tranchant sur certaines situations. C'est comme toujours, on voit le verre à moitié plein ou à moitié vide. Mais non, là j'ai du mal encore une fois à me rendre compte de ce qu'on vient de vivre. Ce match, il est fantastique. Il est génial sur tous les plans. Et c'est une rencontre, on en parlera à nos enfants, nos petits-enfants, et si tout va bien, à nos arrière-petits-enfants. On les transmettra. J'espère que s'il y a un archéologue qui travaille sur, pourquoi pas, les comptes de foot, les débris foot, en 2150, qu'il tombe sur cette vidéo, bah je te dis mon grand, on s'est régalé, hein. Franchement, je sais pas s'il peut y avoir un truc encore plus fou. Pour toi, c'est au-dessus d'un Inter-Barça. En fait, Inter-Barça, c'était fou. Là, le match aller, pour moi, il les regarde, mais le retour, il va avoir son incidence, parce que l'aller entre le Barça et Inter était vraiment top, mais le retour avec tout ce qui s'est passé à Serbie, les arrêts de Sommer sur Yamal, bah, ça va atteindre, tu vois, un truc encore supplémentaire. Mais là, ce match a mis la barre sacrément haute, hein. Enfin, je suis juste en mode voilà, généreux. J'ai envie de remercier tous ceux qui ont participé à cette orgie footballistique. Non, c'est un match qui est jubilatoire sur tous les plans, et on va y revenir petit à petit dans ce débrief. Mais je comprends que vous soyez épuisés, vous soyez comme moi. Je sais pas si t'as l'impression que on est tous devenus asthmatiques ce soir, hein. Vraiment, on n'arrivait pas à respirer, à reprendre le fil de cette rencontre, et c'est trop fort, et c'est trop fort. Moi j'adore, hein, ce que ce match nous a procuré. Et finalement, ce qui va être intéressant, c'est peut-être analyser tactiquement certaines choses. Mais quand t'as un match comme ça, où il se passe vraiment des actions lunaires, des sensations aussi folles, et des buts, enfin... Là, je suis en train de revoir tout ce qui s'est passé. T'as l'égalisation de Gvara qui est top. T'as le but d'Olysée comme ça, la percée plein axe, la frappe. Peut-être qu'elle est plein axe, qu'évidemment Safonov peut faire mieux, mais elle est tellement puissante, elle arrive tellement vite. Au bout d'un moment, tout gardien que t'es, tout gardien pro, tout gardien d'élite, là, ça se déclenche sacrément rapidement. Le but de Diaz, je crois que c'est mon préféré de la soirée, et pourtant il y en a d'autres, hein, qui méritent leur mention évidemment, parce que les autres buts l'action du but de Gvara sur le 4-2, pareil, comment ça arrive dans ses pieds, la manière dont il convertit premier poteau. Dembélé, c'était peut-être pas mal, mais Luis Diaz, ouais, ce but je l'aime beaucoup, parce que c'est encore une fois une passe d'Harry Kane qui confirme qu'il est le neuf le plus complet, vraiment, et de loin. Sa qualité de passe, elle est hors norme. Là pour le coup, il lui met un très bon ballon, mais la manière dont Diaz contrôle et réussit derrière à tromper Marquinhos et Safonov, l'enchaînement c'est divin. Enfin, il y a très peu de joueurs qui sont capables de ça, et Luis Diaz a été ce gars. Et après, je dis pas que, voilà, je vais pas faire le gars, mais je trouvais que les critiques sur Luis Diaz étaient vraiment sévères après le retour contre le Real. Il fait sa saison, enfin, je peux comprendre qu'un joueur, un top joueur de cette catégorie, quand il passe à côté d'un rendez-vous, on soit un petit peu en mode, voilà, hein, on va lui tomber dessus, c'est pas normal et tout. Mais Luis Diaz fait une vraie belle saison, et c'est un joueur qui est tellement imprévisible. Après, il a ce côté un peu flou. On sait jamais à quel point ça peut être un match raté, parce qu'il va louper des choses, on comprend pas, et d'autres où tu te dis, mais c'est le meilleur joueur de la planète. Enfin, très clairement, on peut, je pense, s'enflammer. Il est capable de ce type de geste. Et à Liverpool, alors, beaucoup vont dire, quand on va parler de Luis Diaz, comment ça se fait que Liverpool ne l'ait pas conservé. Bah, tu vois, on est vraiment connecté avec certains sur le chat. Faut savoir que Luis Diaz, il y avait une volonté de sa part de quitter Liverpool. Il lui restait 1 an de contrat, 28-29 ans, 75 millions d'euros à peu près l'offre à son âge.
c'était une belle vente à cet instant T. Maintenant, oui, quand tu vois la saison de Liverpool et surtout la place manquante à gauche, tu peux dire qu'un Luis Diaz, il t'aura apporté tous les jours. Puis j'imagine la connexion avec Ekitike, il aurait pu se passer des choses assez fantastiques. Maintenant, tant mieux pour le Bayern qu'il a récupéré. Et c'est vrai que c'est une affaire en or parce que de plus en plus, on se dit, bon, si tu recrutes un joueur qui a plus de 27 ans, c'est un one-shot, court-moyen terme. Mais on mesure l'impact de Luis Diaz aussi à son absence côté Anfield. Après, j'oublie pas qu'à Liverpool, il a aussi loupé 2-3 trucs, des 1 contre 1, mais dans la débauche d'énergie et la capacité à être ultra décisif cette saison, et même, moi ce qui me plaît, c'est que, d'habitude, t'as toujours soit Olysée, soit Kane, soit les deux en même temps, soit Diaz, qui combine avec un des membres du trio. Je rajoute aussi Gnabry qui s'est malheureusement blessé, qui va louper la Coupe du Monde, et on sait que il est très très il a été séduisant vraiment notre ami Gnabry cette saison. On peut pas tu vois lui enlever ça, mais Luis Diaz, oh là là, le but, j'ai du mal à m'en remettre. En tout cas, j'espère que vous allez bien sur le chat, que vous êtes en forme, que votre soirée s'est bien passée. Je pense que j'ai pas trop de doutes là-dessus, hein. On va être clair. Tout le monde a kiffé son moment. Une petite dédicace évidemment à ceux qui sont présents sur le chat comme Katous, Didier, Edgar H, Poulerti qui sont là pour la première fois, Rich, Caillot, Jujul, le tacticien, Flavzer et Soso Chat la modératrice qui vous rappelle bien sûr, si vous aimez, on est comme toujours en rediffusion sur YouTube. Likez, commentez. Vous pouvez vous abonner également, il y a le COP de Scipion qui tourne bien. Le retour, ouais, c'est vrai que le retour, il est mercredi prochain. J'ai pas encore évoqué ce qui nous attend demain soir, parce que on porte l'œil à cet Arsenal Atlético, ou du coup plutôt Atlético Arsenal. Si vous me dites que demain, il y a 0-0 et 2 tirs cadrés, je ne serais pas surpris. Mais en même temps, on a tellement des attentes basses sur ce match, faut le dire, on est presque... sincèrement pas déçu de l'affiche, mais par rapport au momentum, au style de deux équipes, moi j'avoue, je pense qu'on va peut-être être on peut passer une bonne soirée demain. À côté de ce qu'on vient de vivre, ça va être très difficile, c'est quasiment impossible, mais sait-on jamais, on parle d'une demi-finale de Ligue des Champions, on a quand même, tu vois, le quatuor de Atlético, Lookman, Griezmann, Alvarez, le Cholito, ça va être bien sympa. T'as Saka qui peut être de retour. Non, de toute façon, vous savez quoi, demain soir ici, il y aura quand même un débrief. Je vais pas m'échapper, le débrief Ligue des Champions, c'est tous les soirs. Et croyez-moi que parler de foot et parler d'une demi-finale de LDC, ça reste évidemment toujours un plaisir. Mais oui, très clairement, je me suis dit, faut enchaîner avec l'Atlético Arsenal demain. C'est le même de la Panthère Rose qui a le bonnet de nuit, qui décroche le téléphone et qui est ultra fatigué de ça, quoi. Donc, oui, c'est vrai que ça peut être un match de rugby, ça peut être un UFC 340, mais je pense que je vais pas arriver avec des attentes très hautes, mais moi, on va passer une bonne soirée. On va quand même passer une bonne soirée. Voilà, j'ai pas envie d'être ultra pessimiste. Après, vous savez que moi, je suis d'un naturel. Voilà, je suis candide. Je suis le Candide de Voltaire. J'y crois toujours. J'ai toujours envie de voir le bon côté. Le bon côté des choses. Écoutez, sinon, avant qu'on démarre le débrief, ça va bien. Je me suis rendu compte que j'étais peut-être finito pour le haut niveau, les amis, parce que je commence à préparer certains contenus pour la Coupe du Monde. Voilà, je fais des petits tours d'horizon des équipes, les joueurs à suivre, je me note 2-3 choses, et je me baladais sur mon grand copain Transfermarkt, et là j'ai eu deux infos, je me dis tiens, c'est marrant, mais Carnet Chukwuemeka, du coup, le joueur anglais normalement, qui est passé de Chelsea à Dortmund, a changé de nationalité sportive, et il joue désormais pour l'Autriche. Il a fait ses premiers matchs là en mars. Je vous avoue, j'étais totalement passé à côté de cette info. Mais c'est bien, parce que du coup, même moi, qui a un gros suivi de l'actu, qui consomme du foot de façon viscérale, et des fois c'est trop, il y a encore des actus où je peux passer à côté. Et en préparant un truc sur le Ghana, j'ai vu que l'immense Carlos Queiroz, qui a notamment coaché le Real, qui a fait l'Iran, qui a fait le Portugal, allait diriger la sélection ghanéenne. Et du coup, j'ai partagé ces différentes infos sur Twitter. Alors là, les gens, je savais pas que j'avais que des actus foot, instant foot qui me suivaient, mais en même temps,
j'ai une communauté, je sais que ce sont de vrais mordus de foot. Ils m'ont dit, bah bien sûr, bah évidemment, Chukwuemeka, un international autrichien, qu'est-ce que tu crois? Enfin, c'est la base. J'étais là, oh, ok. Moi, je vous avoue que j'étais pas forcément dans ce truc. Et ouais, je me suis senti comme Vasco da Gama, comme Christophe Colomb qui découvre de nouveaux territoires. Jacques Cartier qui découvre le Canada. J'étais là, waouh, enfin, je savais pas. Et oui, après, il y en a qui ont été honnêtes et ils m'ont dit, bah ouais, je suis comme toi, j'ai découvert des trucs. Ça, tu vois, Wai avec la Côte d'Ivoire, je savais. Ça, pour le coup, le petit changement de nationalité, je l'avais. Mais ouais, bon, du coup, je partageais quelques infos. Je me suis rendu compte que faut se remettre un petit peu plus d'aplomb pour la Coupe du Monde. Ne pas lâcher le steak, ne pas lâcher l'affaire, parce que ouais, ça va arriver dans 45 jours, là même pas, hein, on va y arriver. Non, Martial Godot aussi, ça en vrai, la Côte d'Ivoire ça fait partie des sélections que je vais suivre le plus, donc tout ce qui se passe au niveau des choix, des changements de joueurs, bon, Issa Diop avec le Maroc, ça je pense que vous le savez, tu vas collectionner les autocollants Panini, j'attends que l'album, l'album cartonné soit dispo en vente. Je crois qu'il y a des préventes, mais j'attends pouvoir le commander tranquille. Et évidemment, le premier album Panini, on l'a commencé en 2002. C'est une histoire qui dure. On a fait toutes les éditions, donc celle-ci, on va y aller avec grand plaisir. Enfin, vraiment, moi, tu me dis album Panini, Coupe du Monde, petits échanges, on va y arriver. Hein. Ça va être un grand plaisir. On va aller tranquillement sur ce débrief. Qu'est-ce que je peux dire en introduction, même si l'introduction a déjà bien démarré. Moi, c'est Michael Olise quand même. J'ai envie de m'arrêter sur ce joueur. On peut parler de Luis Diaz qui a été fantastique, mais vraiment, Michael Olise, de plus en plus, par rapport à ce qu'il dégage, l'impression visuelle, les gestes, les buts, les passes D et sa capacité à déborder son adversaire, on attend de plus en plus de lui et c'est très bien. Ça signifie que Michael Olise s'est installé dans une catégorie de très grands joueurs. C'est un homme de vrai rendez-vous et on se dit que si on doit regarder des matchs, ça va désormais être lui qui va apparaître dans une sorte de top 3. Il fait partie d'une catégorie de joueurs où tu veux te poser devant et insister et voir ce qui va se passer. En face, il avait un Nuno Mendes qui est quand même un joueur le meilleur à son poste, un des tout meilleurs même tout court au monde. Et au début, voilà, ça s'est un peu cherché, quelques repères, mais vraiment Nuno Mendes, depuis peut-être le match de Jadon Sancho, Dortmund, la demi-finale de Ligue des Champions de 2023-2024, je ne l'ai pas vu comme ça. Autant galérer, ne pas savoir comment arrêter Michael Olise, ne pas trouver la clé, la solution pour endiguer le phénomène, le poison, celui qui n'arrête pas de te faire du mal, de passer dans ton dos, de te déborder, de trouver le dribble qu'il faut. Et Nuno Mendes, c'est rare de le voir un peu dans le dur comme ça, parce qu'il nous a habitués à des standards qui sont fantastique. Et Michael Olise, ça prouve bien que désormais il y a plus grand chose qui ne lui fait peur. Il y a beaucoup de ballons où je le vois être vraiment le cerveau, l'organisateur, celui qui va décider de ce qui va se passer dans les 30 derniers mètres. Il va orienter le jeu, il va avoir ses inspirations. Et Michael Olise, ouais, on peut qu'être satisfait en tant que supporter de l'équipe de France de l'avoir pour une bonne décennie devant nous. Il y a la Coupe du Monde qui arrive cet été. Je suis tellement impatient de le voir. Alors, ce sera plutôt normalement dans un rôle axial, comme Dédé l'a installé depuis un moment. Si c'est à droite, tant mieux. Mais l'avoir quoi qu'il arrive sur le terrain, je suis quand même satisfait. Tu me le mets n'importe où, mon Olise. Hein. Même latéral gauche, je m'en fous. Je prends. Mais la dimension qu'a pris ce joueur, là, on est sur vraiment un top 5, quoi qu'il arrive. Et il va faire partie, si tout va bien, d'un joueur régulièrement candidat au Ballon d'Or, parce qu'il va y avoir des matchs, des références où ça va parler, je pense, au jury, aux plus fins observateurs. Et quelle trajectoire, enfin, depuis Reading, Crystal Palace, l'équipe de France aux Jeux Olympiques, ses premières apparitions au Bayern, là on est sur un joueur qui combine tout ce qu'on apprécie. C'est l'homme du moment, c'est un joueur qui met en valeur les autres, et en plus il a cette capacité lui-même à prendre la lumière. Donc Michael Olise est un joueur où on est content d'être son contemporain et de pouvoir le regarder de cette manière. Et non, c'est sincèrement un joueur d'élite, c'est même plus que d'élite,
Élite. Ouais, non, Michael Olise, enfin, moi, je ne sais même plus quoi dire sur ce garçon, et pourtant, il faut trouver les mots, parce que le match qu'il a envoyé ce soir, encore une fois, c'est très costaud. Ouais, non, vous avez raison, sur d'autres joueurs, hein, on a tellement... Zaire Emery, il a fait son match, il a été trop fort, même João Neves, qui marque encore une fois de la tête. On a un des meilleurs joueurs au monde, aérien, qui fait 1m74. Enfin, c'est lunaire, il a un très bon timing, il a le bon déplacement, il a même ses moments, ça commence à faire pas mal, hein. Manchester City, t'as aussi la passe pour Barcola contre Chelsea, t'as évidemment ce but contre l'OL, João Neves, tu le mets dans la surface, peu importe à quel moment ça arrive, ouais, il peut réussir à s'en sortir, quoi. Ouais, Michael Olise, il arrive tard, bon, c'est vrai qu'il a que 24 ans, ça va. Vitinha, un peu mou sur les pressings que j'ai trouvé. En vrai, Vitinha, ça fait partie. C'est un joueur où tu te dis, est-ce qu'il n'y a pas un mood où la blessure, tu vois, il n'était pas à 100%. Mais sinon, oui, normalement, il doit faire des matchs d'un bien meilleur standing. Mais c'est pas pour le défendre, hein. Mais j'ai perçu un joueur un peu moins fringant par rapport à d'habitude. Et je pense que la petite blessure contre Lyon n'y est pas pour rien. On va donc aller tranquillement. Bon, on a déjà largement commencé. En même temps, pendant 20 minutes, je suis obligé d'être extrêmement bavard et parler de ce match. Par quoi commencer? Enfin, comme je vous le dis, on a vécu une des meilleures soirées de foot européen. Enfin, c'est juste trop fort. Peut-être curieux d'avoir quand même homme du match, même si peut-être qu'il y a certaines cases qui vont manquer, qui selon vous se distinguent. Je le donne peut-être à Luis Diaz, qui a évidemment ce but qui, moi, me fait grandement plaisir, mais Olise a été très bon. Gvara, comme toujours, dans ce genre de soirée, c'est fort. Même Pavlovic, je trouve qu'il a fait un super match. J'ai grandement apprécié. En vrai, je pense qu'il n'y aura pas de mauvaise réponse dans l'absolu. Si tu as 4-5 joueurs qui te viennent comme ça et t'en as peut-être pas un qui se distingue de manière... conséquente, ça prouve que ouais, on a eu un match où on peut être fier d'avoir assisté à ça. Ouais, j'ai même pas mis Harry Kane, j'ai mis dans autre pour ceux qui veulent peut-être mettre leur petit chouchou. Oui, c'est vrai que c'est un match qui a tourné de façon assez spectaculaire, avec du coup, alors c'est vrai que il y a peut-être des histoires de penalty ce soir. Par exemple, le penalty de Kane, le contact entre Luis Diaz et Pacho, c'est le pied de Luis Diaz qui vient sur Pacho, et du coup, Pacho fait quand même ce tacle, il touche le ballon après. Je sais qu'il y a des revisionnages VAR qui ont dit, en gros, c'est pas penalty, pour ceux qui veulent le savoir, mais c'est vrai que Pacho, c'est tellement rare de le voir se mettre à la faute et concéder ça. J'étais là en mode, il y a vraiment faute, parce que lui, d'habitude, c'est pas évident. C'est vrai que ça, en fait, il y a des pénaltys 50-50. Celui-ci, il peut être un peu zone grise, parce que oui, t'as le contact, mais en même temps, Pacho se met un petit peu en danger. Donc, c'est là où c'est particulier. S'il y a faute sur Luis Diaz, il y a faute sur Gvara. C'est vrai que t'as un contact qui est là entre Upamecano et Gvara, mais comme Upamecano met son pied en opposition et Gvara le tape, je trouve que Upamecano joue bien le coup, mais en vrai, comme le dit Enoxam, j'ai trouvé les deux pénaux un peu légers. Franchement, si ce soir il n'y a aucun pénal, c'est pas le scandale du siècle. Pour l'histoire du penalty sur le centre, avec la main de Alphonso Davies, on n'en peut plus de cette règle des mains. Franchement, mettez-vous d'accord, les gars. Parce qu'au bout d'un moment, c'est... Si le ballon touche d'abord une partie du corps, puis la main, bah non, c'est pas penalty. Mais maintenant, c'est un petit peu changé de l'après de l'IFA. Donc si la main, de base, elle est mal positionnée... Parce qu'en fait, Alphonso Davies, il défend comme ça. Et 2 secondes avant, il écarte le bras. Et c'est ce qui, tu vois, lui fait se concéder cette faute. Mais ça touche d'abord, tu vois, cette histoire. Ouais, en plus, il défend bien. C'est juste qu'il a cette seconde d'inattention. Et c'est juste le truc qui s'est mis dans le rouge. Ça aurait dû être, sincèrement, une histoire où il doit faire mieux. Il doit faire mieux, très clairement. Mais moi, ce qui m'interpelle, c'est que j'ai souvenir d'un penalty entre l'OM et l'Atalanta sur la main d'Ederson, où t'as vraiment lui là, c'est même pas le bras décollé là, on la voit à 100 km à la ronde, hein. Là c'est très clairement comme ça, mais en vrai, qui se remettent sur ce truc
où voilà, s'il y a une position non naturelle, mais en même temps, elle est pas non plus trop grossière, mais le centre, il arrive tellement vite, ça fait ce rebond. Donc, comme d'habitude, un peu d'uniformité d'arbitrage, je pense que ça me ferait un peu plus plaisir. C'est dommage parce que sinon, je pense pas qu'on va s'arrêter là-dessus, ce serait vraiment dommage. On a vécu une soirée qui est assez fantastique faut pas que parler d'arbitrage. Si tu retiens plus les petits trucs d'arbitrage que les 9 buts, je pense que t'es un peu à côté de l'analyse, mais c'est un truc un peu minoritaire, on doit quand même en parler parce que ça a fait partie de ce vécu de match. Bien sûr, c'est vrai que non, la main, elle fait partie d'un mouvement naturel. Voilà, t'es dans le feu de l'action, et puis, encore une fois, t'as un centre qui vient à 2 mètres, et je le précise, évidemment, si c'était contre d'autres équipes, d'autres couleurs, voilà, faites pas dire que si tu dis ça parce que c'est le PSG ou quoi. Je pense qu'ici, vous avez compris, on essaye d'être neutre, objectif. Là, pour le coup, c'est plus cette histoire de ressenti de main et de règles qui changent un petit peu, quoi. Je suis pas fétichiste, mais le pied gauche d'Olysée, j'écrirai un roman. Ah bah ça, hein, je peux tout à fait... l'entendre. Ah non, regardez-moi ce trio Olysée, Kane, Luis Diaz, enfin la saison des trois, je pense qu'en cumulé on doit être à quoi impliqué sur 130 buts, enfin plus de 100 buts. Leur stat, c'est de la folie. On n'a pas vu une telle alchimie depuis Ross, Joey, Chandler dans Friends. Enfin, c'est le trio qui se complète idéalement. Legolas, Gimli, Aragorn. Vous voulez que je trouve d'autres trios emblématiques? Salamèche, Carapuce, Bulbizarre. Moi j'aime bien Bulbizarre, je le mets dans le lot, je sais que voilà, mais c'est la nostalgie qui parle, et ça fonctionne très très bien. Et comme je vous disais, dans cette saison du Bayern, il y en a qui ont eu des pics très hauts sur certains matchs, d'autres que tu vois, ils étaient un petit peu plus en train de disparaître. Mais moi j'aime énormément le fait qu'on ait eu les trois à un niveau assez certain. Compagnie ne sera plus en match en garde à vue. Non, je crois que c'est arrêté. Harry Kane, la hitmap, on pourrait croire que c'est une hitmap de milieu offensif. Il a touché quand même 43 ballons. Pour un numéro 9, c'est pas mal. Comparaison Dembélé, qui a touché peut-être un peu moins de ballons, 27 exactement. Par exemple, la hitmap de Moussiala, tu vois, il est un peu plus bas que Kane, quoique tu me diras, c'est là où Kane, c'est fou, cette capacité qu'il a de revenir, travailler, c'est là où on l'apprécie. Votre homme du match, c'est Visha Kvaratskhelia à 57%, et juste derrière on a Olysée et Diaz à 18 et 16%, donc on est quand même sur un vrai bon match de la part de Kvaradona. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un point sur les stats de Kvara, qui avait remis un petit coup là, avec le match contre Nantes, mais on va de nouveau se pencher sur les chiffres de ce garçon, ça peut donner le tournis. Zaïre Emery a joué une petite heure, 38 ballons touchés, il n'a pas gagné tous ses duels, mais grosse activité quand même d'un point de vue défensif, et ça parle pour lui, hein. Non, il a bien bossé. Ouais, comme tu le dis, Fall Guns, en tant que Parisien, un peu déçu de ne pas avoir conservé le 5-2. En vrai, je me suis dit à 5-2, mais c'est bon, le back-to-back, il est là. Enfin, il y a plus trop de débat. Ils vont le faire. Ça va être pour eux, encore une fois. Je suis d'accord, c'est vrai que niveau changement, Zaïre Emery était dans une bonne soirée. Même après, c'est toujours dur de sortir Vitinha sur l'importance qu'il a pu développer depuis 2 ans. C'est vraiment un joueur massif en or. Et je me demande à quel point pour Luis Enrique se passer de lui, c'est pas simple. T'aimes beaucoup dire ce garçon, toi aussi Enrique t'a bien éduqué. Bah ouais, je me suis rendu compte même dans un podcast, j'ai fait une émission, en fait j'aime bien dire ce garçon parce que tu sais c'est affectueux, mais des fois c'est dur de trouver des synonymes quand tu parles, quand t'es dans le feu de l'action, et de changer certaines formulations. Mais à 5-2, moi je me suis dit, mais attends, est-ce qu'on se rend compte qu'ils sont en train de mettre 5 buts en 1 heure à l'une des meilleures équipes d'Europe, à une équipe qui n'a perdu que 2 matchs, du coup c'est leur 3e match perdu cette saison au Bayern. Il s'était incliné contre Arsenal en LDC lors de la phase championnat. On a aussi face à Augsbourg en Coupe d'Allemagne. Voir le Bayern de compagnie tomber, ça arrive pas tous les jours. Donc c'est quand même une vraie belle performance. Après, vu le scénario, oui, tu peux avoir des petits regrets. Mais quand le Bayern a accéléré, quand le Bayern t'a mis vraiment la tête sous l'eau, je me dis qu'avoir un but d'avance avant les demi-temps restantes, ouais, tu peux quand même être assez soulagé, et ça va être
hyper pertinent, intéressant de voir comment Luis Enrique et Vincent Kompany vont aborder les rendez-vous de ce week-end. Alors, le Bayern est déjà champion, je crois qu'ils reçoivent Heidenheim, donc comme prévu, ça va envoyer une équipe. Alors là, je pense que vous allez voir des visages et des blazes, vous les avez jamais vus ou entendus. Hein. Là, je pense que Kompany il va vraiment piocher dans la réserve n'importe quel U17, U19, U21. Il peut être convoqué ce week-end. Et côté PSG, je crois que c'est Lorient de mémoire à la maison. T'as toujours cette histoire de titre, mais bon, comme t'as 6 points d'avance sur Lens, et on a vu que par exemple avec Beraldo en 6, avec Kang In-lee, ça fait le job, donc même Mayoulou, je suis pas inquiet pour le PSG, mais déjà à la mi-temps il y avait 5 buts et je croyais que le match était fou, mais cette reprise là, c'est vrai qu'on a eu 4 buts en 12 minutes. Gvara 56e, Dembélé 58e, Upamecano 65e, Lucho Diaz à 68e. C'est fort parce que le rythme de la première mi-temps était tellement soutenu qu'on n'avait pas le temps, comme je vous dis, de revoir certains ralentis, de se poser, d'analyser. Ça s'est vraiment rendu coup pour coup. Il y a des matchs, quand je fais des débriefs, je les regarde pas forcément en replay parce que d'un point de vue de l'analyse, ce que j'ai vu en direct me suffit. Ce match-là, je pense qu'on va là faire le débrief, on va parler des performances individuelles, tout ça, mais je pense que je vais le revoir. Hein. Dès qu'il sera en ligne, je vais me le refaire, mais avec grand plaisir. Et à tête reposée, je pense qu'on peut voir certaines choses. Peut-être qu'on va capter que des joueurs ont été un peu meilleurs que ce qu'on a dit. D'autres, on va peut-être pas les descendre, mais les mettre un cran en dessous de leur performance voilà, dans cet instant présent. Première mi-temps, j'ai même pas eu le temps de me rouler une clope et me dire c'est indécent. Ah ben non, mais je te comprends. 45 minutes, il y avait pas de, tu pouvais pas respirer. C'était tambour battant des deux côtés. Ah, notre Gvara quand même. Ce Gvara version LDC. On a déjà eu ce débat la dernière fois, mais je le redis. Si on n'était pas en année de Coupe du Monde, je pense que Gvaradona, l'ancien joueur de Naples, serait dans la discussion pour être un potentiel Ballon d'Or. Alors là, j'ai montré ses stats, certains vont dire ouais, que seulement 7 buts en Ligue 1, mais qu'est-ce qui compte quand t'es un joueur du PSG, c'est cette Ligue des Champions. 10 buts, 5 passes D, Gvara doit être dans le top 3, non des meilleurs buteurs de la Champions. Je pense que il a égalité avec Anthony Gordon. T'as Harry Kane qui a 13 buts et le Kicks qui a 15. Donc Gvara est sur le podium. Ouais, il lui manquait ça, on disait souvent des stats, mais on voit de la part de ce joueur une capacité à être décisif. Et moi, ce que j'aime, c'est que ça arrive à un moment où le PSG vient de rater une très grosse occasion par Dembélé, qui s'est ouvert un espace fou et qui a mis vraiment son pied en opposition, mais bien trop en opposition. Et c'est parti 5-6 mètres à gauche du but de Neuer. Et Gvara qui va te mettre ce but avec, comme il aime un petit peu, cette capacité sur un petit espace, un dribble, un appui, et se mettre sur son enroulé pied droit et petit filet croisé. Je ne sais combien de fois on l'a vu entre Naples, la Géorgie, le PSG, mais c'est une réalisation un peu signature. Et même l'autre, où c'est beaucoup plus puissant, sans contrôler, il a la retombée du ballon, et c'est bien parce que il a l'intelligence justement de peut-être pas plonger sur ce premier centre où t'en as pas mal de Parisiens qui se jettent, t'en as 2-3, et là il est vraiment au moment où il faut. T'as aucun Bavarois qui a pu gêner au second poteau et il te termine premier poteau. Non, c'est remarquable la finition et ce qu'est en train d'envoyer Gvara sur cette campagne de LDC. On est sur un joueur qui a des standards. Cette saison, c'est toujours difficile, mais ouais, on est sur 3 buts contre Chelsea, dont un doublé. Il est buteur et passeur contre Liverpool. Le match contre Liverpool, il est bluffant. Là, c'est encore un doublé. Il a mis un but à Leverkusen. Tu dis que Barcelone, il était pas là. Enfin, j'aurais bien aimé voir Gvara ce soir-là à Montjuic, mais il rentre dans une catégorie de joueurs. Avec la Géorgie, ça peut être difficile. Hein. Bon, ils ont déjà fait un Euro. C'est une équipe qui a grandement progressé sous Sagnol, avec Miko Tadze, avec David Tachvili, Kochorashvili, Mamadashvili. Je me dis qu'ils pourront refaire des compétitions internationales, mais comme la Géorgie ne va peut-être pas assez loin, ça peut manquer, tu vois, de peps, de vitrine pour certains votants. Ouais, une année sans grande
Coupe du Monde, si Kvara il refait ce qu'il a pu produire cette saison, je pense là déjà il sera dans les 30 du Ballon d'Or. La place, ça dépendra un petit peu de certaines performances à la Coupe du Monde, mais ouais, s'il est capable de reproduire ça en année impaire, c'est un joueur qui sera tout à fait légitime à prétendre à quelque chose de grand, quoi. Et puis le football stat, on souffle, Kvara joue juste trop bien. Ah non, mais je suis d'accord avec toi. Je pense juste que c'est bien de mettre en avant cette histoire de stats, parce qu'on peut se rendre compte un petit peu de la capacité de ce joueur à être de plus en plus décisif, répondre à les grands rendez-vous. L'an dernier, on l'avait vu, sincèrement, il y avait des matchs contre Aston Villa, l'Inter en finale, il avait déjà été très très chaud. J'ai même revu, vous savez, à l'aller contre Liverpool, il marque un but qui est finalement refusé pour hors-jeu, et la frappe était trop forte. Enfin, il a, dans la finition, dans les 30 derniers mètres, il est écœurant par moment, et s'il avait mis, je pense que ça aurait pu changer pas mal de choses. Mais ouais, Kvara, enfin, quel coup. On a déjà fait une vidéo, on a déjà fait pas mal de séquences sur les meilleurs coups du mercato hivernal. On est sur une recrue qui a déjà marqué l'histoire de son club, et tu fais le bilan 1 an et demi après. C'est dans l'impact immédiat, c'est extrêmement difficile de rivaliser. T'as Van Dijk, c'est sûr, c'est une certitude. Bruno Fernandes, où c'est étalé sur un peu plus de saison. Comme je vous l'avais dit, on avait déjà vu, il y avait d'autres joueurs, il y a d'autres gros joueurs qui sont arrivés en cours de saison, Suarez à Liverpool, Vidic à United, Marcelo au Real, mais là c'est peut-être sur des cycles un peu plus longs, surtout Marcelo, mais Kvara, top 3 meilleur recrue de l'histoire du mercato hivernal. S'il y a un back-to-back, faudra en parler, vraiment, faudra en parler. T'oublies Modric. T'as un Modric disparu, en plus t'as des rumeurs comme quoi il voudrait faire les JO avec l'Ukraine, pas en tant que footballeur mais en tant que sprinter, il s'entraînerait avec une équipe de 5e, 6e division, j'avais vu ça, mais ouais, 70 millions d'euros, bon pour le coup Chelsea, on peut les taquiner, vous dépensez n'importe comment votre argent, là c'est juste un manque de bol sur la trajectoire de ce joueur, ça on peut le dire, mais Kvara, homme du match, ça se justifie, et encore une fois, quel joueur. On a également un mot sur Dembélé qui se rattrape de ce premier face-à-face, et ensuite on a revu ce Dembouz décisif. On est quand même sur un moment assez fort, le penalty tiré, c'est le Ballon d'Or qui prend ses responsabilités à 2 partout avant la mi-temps. On sait qu'il en a raté avant, que Nuno Mendes était devenu le tireur attitré en Ligue 1, on avait aussi Kvara. Je pensais vraiment que Kvara allait le tirer par rapport au dernier match, ou même juste le fait qu'il prenne le ballon. Finalement, c'est Dembélé qui s'est avancé, et ça prouve la soif, évidemment, de but, mais aussi l'envie de convaincre, de porter cette équipe. Il assume son statut, il se cache pas, parce qu'il y en a d'autres qui peuvent dire j'ai déjà loupé, tiens, je laisse au copain, et si le copain transforme, tant mieux, parce que c'est le collectif qui prime. Mais là, Dembélé, j'ai vu un visage conquérant, et on voit que c'est un joueur qui a tellement changé, qui a faim, qui a envie de rattraper peut-être quelques années perdues, et qui veut se sublimer. Et on a beaucoup parlé de la chance en tant que français d'avoir Olysée, mais Dembélé, il y a un rendez-vous qui est manqué avec la sélection depuis un moment, je le dis, je le répète, on n'a jamais eu cette version-là de Dembouz en équipe de France. Après vous allez me dire, et c'est normal, il joue pas au même poste, j'adorais voir, de toute façon, si j'étais un mec, joueur, je mettrais Mbappé côté gauche, Dembouz en pointe pour le pressing, Cherki en 10, et Olysée à droite dans son rôle du Bayern. Mais vous savez tous comme moi que ce sera pas forcément cette proposition-là. Mais après, Dembélé, même en étant à droite, je pense qu'il doit nous prouver certaines choses, et j'en attends beaucoup de lui cet été. Mais ouais, ce leader, Dembélé après le mariage Benzema sous Datley. Ça, c'est clair que T'as bien raison de, de le dire. Dembélé, je pense que vous le savez, qu'il a mis beaucoup plus de sérieux, d'hygiène, de travail. Et tous les échos qu'on en a, c'est que c'est un garçon... je dis encore garçon, c'est trop spontané, désolé. On a un joueur qui a beaucoup plus travaillé, notamment devant le but, qui s'est imposé pas mal de séquences supplémentaires au campus de Poissy pour finir les actions. Bon, vous allez me dire que ce soir, la première, elle n'est pas passée, c'est dur pour lui, mais sinon, on voit à quel point
c'est fort parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont traversé des périodes comme Dembélé, qui étaient des vrais talents et qui n'ont pas su mettre ces petits ingrédients pour re-switcher du bon côté, pour convertir cette étiquette de crack en bah ok, on sait que maintenant t'es un très grand de ce sport et on peut compter là-dessus. Et non, cette forme qu'il a, c'est chaud quoi. Vraiment, c'est fort quoi. Pipion, question bête, mais si Paris vont en finale et que les joueurs qui ont pris un jaune à aller, Paris en retour, ils seront suspendus pour la finale. Ouais, je pense que c'est ça. Hein. Normalement, t'as l'accumulation de cartons jaunes qui se terminait avant les demi. Donc là, ça a été remis à 0. Après, je sais que la FIFA réfléchit à ça pour la Coupe du Monde, pour harmoniser cette règle. Mais là, pour le coup, il faudra faire peut-être attention à certains jaunes. Ah, c'est 3 jaunes maintenant. Moi, j'ai plus tous les chiffres en tête parce que ça, c'est un truc qui change assez souvent. On en pense quoi du match de Doué ? Doué, il est peut-être un peu plus effacé que les deux autres extraterrestres de l'attaque qui ont fait très fort. Par moments, on a revu du Doué un peu nonchalant, un peu facile, mais il y a une action qui me fait grandement plaisir, c'est celle où je pense c'est là en première période où il dribble 2-3 gars, ça ne se convertit pas en action. Il a fait quand même un match conséquent, mais pour le coup, oui, à côté d'autres, c'est un peu moins épatant. Mais on sait que ce qui est bien, c'est que Doué, il est capable lui-même d'allumer la lumière quand d'autres sont un peu plus, tu vois, dans le dur. Après, je pense que pour Luis Enrique, la question va être encore une fois sur la table. Est-ce que je vais pas remettre Barcola mais est-ce que ce sera Barcola à droite, Gvara ? Comment est-ce qu'on peut faire cette histoire ? Ça va être... ouais, de toute façon, je pense que c'est un casse-tête assez luxueux. Mais comme vous avez raison, hein, 2 passes D pour Doué. C'est pour ça que certains vont avoir envie de tomber sur lui, parce que tu as ce côté un peu... ouais, pas il joue pour les caméras, mais tu te dis waouh, il va en faire trop. Mais non, il y a quand même cet apport concret. Et c'est bien, parce que Doué, il prouve que c'est un joueur de son âge, qui a des fantaisies, qui n'a que 21 ou 20 ans. 20 ans, c'est tellement jeune. Enfin, à chaque fois que je vois les âges de certains, je me dis, mais on est des fois trop exigeants. Après, demi-finale Ligue des Champions, c'est légitime d'avoir autant d'attentes. Mais ouais, Doué, son match, il y a quelque chose à en tirer encore une fois. Côté bavarois, si on parle des individualités offensives, j'ai déjà longuement parlé d'Olysée, mais le match, j'aime beaucoup ce qu'il a proposé au niveau des dribbles. Vous imaginez, il a disputé 20 duels, c'est beaucoup 20 duels, hein. C'est-à-dire qu'il en a provoqué, il en a comporté entre guillemets que 50%, c'est quand même pas mal. 7 dribbles passés sur 9, 78%. Quand on voit le matériel qu'il avait en face, c'est assez fort. Ah, merci Nathan. Article 63.04 du règlement de l'UEFA pour les cartons. C'est bien 3 jaunes pour être suspendu. Ça a changé. Ça va peut-être soulager certains. Mais ouais, je l'ai dit plus tôt, mais Olysée, on le met sur un piédestal parce que c'est légitime en ce moment. C'est le genre de moment, de rendez-vous, il doit prouver. Il a été plus qu'à la hauteur. Et maintenant, je suis gourmand, j'ai envie de voir le match retour et qu'il nous propose encore de cette magie-là, de cette capacité à déclencher quelque chose, une accélération, un dribble, une fulgurance, même plein axe. Ce qui est bien, c'est qu'il est dangereux dans tellement de positions. Et ce que j'aime des fois avec Olysée, j'ai le sentiment que c'est un faux lent, où tu te dis que voilà, il a cette conduite de balle très très proche du ballon, et il va te feinter un petit peu, mais quand il faut accélérer, en fait, c'est là où on parle beaucoup de la capacité, du dribbleur, du gars créatif. On peut aussi valoriser quand même l'athlète au sens que physiquement c'est un monstre. Ouais, vraiment, c'est un sacré joueur. Tu vois quoi, match retour ? Moi, des prolongations. Franchement, la prolongation au retour, elle est pas du tout usurpée. Ça peut tout à fait aboutir. En tout cas, ce match-là, plus 30 minutes et potentiel penalty, elle sera comme d'habitude malheureux vaincu, mais je pense que l'équipe qui rendra les armes, à moins que sur le match retour, on ait vraiment une classe d'écart folle. Mais là, je pense que vous avez bien compris que c'était un match assez 50-50. Il y a des moments où on se dit, mais ce Bayern est trop fort, comment ils peuvent être menés 3 buts ? D'autres, c'est, mais le PSG, ils sont injouables quand ils sont dans cette zone-là. Ouais, ça, c'est fort. Ouais, c'est vrai qu'on peut peut-être parler de Moussiala, qui est le joueur qui va ressortir en déception. C'est pour ça que Gnabry... c'est un joueur qui manque quand même un petit peu dans ce Bayern-là, où je trouvais que le repositionnement en 10 avait été une très très bonne intuition de la part de Kompany.
J'ai déjà dit, hein, mais pour moi, Niabri, c'était la même trajectoire que Sané. Si l'été dernier, il y avait une offre de Fenerbahçe, de Beşiktaş, voilà, ou même quel autre, voilà, d'un club italien type l'AC Milan, j'aurais pas été surpris de voir Niabri atterrir là-bas. Et finalement, il a très très bien rebondi avec son bandeau, avec son petit style, et il a fait des vrais bons matchs. Bien sûr, quand tu regardes Luis Diaz, Kane, Olise, difficile d'être au niveau de ce trio, mais il a quand même eu du répondant. Et Moussiala, c'est toujours cette même question, un petit peu du rythme à retrouver. Cette très très grosse blessure de la Coupe du Monde des clubs, est-ce qu'il s'en est totalement remis? Je parle même pas de l'aspect physique, c'est plus peut-être aussi dans la tête du fait de redevenir ce Wonder Kid qu'il a été. Et c'est pour ça que Moussiala, sur ce qu'il a offert pendant 2-3 ans, même 3-4 ans, sur le joueur qu'il a été, jamais je l'accablerai, parce que, évidemment, le match ce soir, je suis pas son agent, je suis pas un membre de sa famille, il n'est pas à la hauteur d'une demi-finale de Ligue des Champions. Mais comme c'est un joueur un peu spécial, j'espère juste qu'il retrouvera peut-être un déclic. Par exemple, il fait une très bonne entrée contre Mayence. Dommage de ne pas avoir poursuivi la chose. Après, vous allez me dire, oui, entre Mayence et le PSG, il y a un monde d'écart. Ça, je vous entends absolument. Mais sur cette histoire de Moussiala, attention des fois à l'orgueil, au réveil de certains champions, parce qu'il ne faut surtout pas le sous-estimer. Après, il y a des actions, oui, je l'ai trouvé à contre-temps d'autres. Ça, je suis honnête avec vous. Ce bon vieux Harry Kane. Ah oui, ça je voulais vous poser ce truc, parce que hier, on a eu un débat sur hors-jeu. Vous savez, on a fait le 11 combiné PSG-Bayern. Et pour moi, le choix le plus dur, c'était le numéro 9. Numéro 9, vous prenez qui? Sincèrement, je trouve que c'est une question qui est hyper dure, parce que les deux ont des qualités hors normes. J'ai mon sentiment que si je dois partir sur un attaquant en avançant pour toute une saison, c'est Kane tous les jours. Si je dois miser sur un grand rendez-vous, peut-être que je vais sur Dembélé. Mais Kane a quand même ce truc aussi de plus en plus de répondre. Il est buteur aller-retour contre le Real. Ce soir, il marque encore. Moi, je vous avoue que c'est un débat. Pour le coup, il n'y a pas de réponse tranchée. C'est pas noir ou blanc. Là, on peut avoir des arguments qui se tiennent. Bah, après, vous avez raison. Il tient tellement bien le ballon. Quelle intelligence. Oui, si tu veux, ce 9 playmaker, on pense tous à sa hitmap contre Dortmund lors du premier classiqueur. Cette caractéristique qu'a eu Ken tout au long de ses clubs, même à Tottenham, il faisait ça, d'être un joueur, il redescend, il joue numéro 8, mais attends, c'est pas notre numéro 9 lui, qu'est-ce qu'il fait là? Attends, il a vraiment envoyé ce ballon-là sur Son, sur Lucas Moura, sur Dyer, il a vraiment fait ça. Ouais, c'est vrai que Kane, et je trouve que Kane, il y a toujours aussi ce déficit de reconnaissance, parce que pour beaucoup, il n'a pas assez marqué dans les grands rendez-vous, dans les grands matchs. Après, voilà, hein, il le fait de plus en plus. Et je pense qu'il y a un monde où on est sur un truc avec l'Angleterre, avec le Bayern. Non, il peut passer dans une autre dimension. En tout cas, c'est un attaquant qui a marqué sa génération. Pour moi, c'est légende de Tottenham, légende de Première Ligue. Avec l'Angleterre, il lui manque juste ce truc supplémentaire. Il en est pas loin. J'adore Kane, mais dans les moments importants, il me déçoit trop. Et pourtant, je suis pas un grand fan de Dembélé. Tu vois, j'ai souvenir de l'an dernier, le Bayern-Inter. Le Bayern est pas loin de sortir l'Inter. Ils ont 2 fois plus de tirs qu'eux, et Kane en loupe certaines. C'est là où tu te dis que c'est peut-être la petite balance nécessaire. J'enlève un milieu, je prends les deux. En vrai, t'as raison de trancher là-dessus. Bah, vous êtes assez partagé, 40% Dembélé, 60% Kane. Moi, je me dis que si je dois partir sur un très grand rendez-vous, tu vois, finale Ligue des Champions, je suis prêt à miser sur Dembélé. Mais quand je vous dis, si l'attaquant, là, championnat, coupe, LDC, tout ce que vous voulez, je prends Kane, mais je prends Kane devant Dembélé, devant Mbappé, devant Haaland, devant tous les 9. Pour moi, c'est vraiment un super joueur. Enfin, c'est encore un match de sa part qui est très bon. Le penalty est bien conclu. Cette passe D pour Luis Diaz, elle est sensationnelle. Ce joueur a des caractéristiques assez fabuleuses, quoi. Tu penses qu'il y a un débat du meilleur ailier gauche entre Luis Diaz et Kvara? Bah, c'est vrai que le match de ce soir, tu dis Luis Diaz, c'est quand même quelqu'un. Après, Kvara, depuis un an, depuis son arrivée, il y a une discussion.
je mets Guevara quand même devant. Après, t'imagines, les duels qu'on s'impose, là, c'est quand même des... Faudrait thèse, antithèse, synthèse, faudrait poser les pour et les contre. Mais ouais, Guevara de peu, en vrai, c'est ça. Et si quelqu'un penche pour Luis Diaz avec d'autres arguments, je peux pas lui tomber dessus en disant t'es un footix. Parce qu'il y a des matchs de la part de Luis Diaz cette saison, et il y a un profil où c'est fou quoi. J'ai vu un sondage où les gens mettaient largement Diaz devant, mais j'ai l'impression que c'est très biaisé par les stats. Bah, de toute façon, on va remettre ça. On va remettre ça un petit peu pour le juger, quoi. Bah, tu vois, la Dembélé Kane, on est quasiment à 50%. Je vous ai dit que c'était assez, assez tendu. Non, bah parlons-en de Luis Diaz. Hein. Luis Diaz, le match, il est trop fort, il est inarrêtable, il est tellement, tellement difficile. J'aime bien la hitmap parce que là, la hitmap, ça se voit qu'il a donné pas mal d'engagement. Après, il y a une hitmap aussi dans cette zone-là. Hein. Ce coin gauche de la surface où Hakimi ou Marquinhos, il y a tellement de monde qui a eu du mal à l'arrêter. Et c'est vrai que c'est très, très fort. C'est un seul tir, mais quel but. Moi, j'insiste, hein, mais c'est le but qui m'a fait le plus plaisir ce soir parce que le contrôle... J'aurais aimé qu'on s'arrête un peu plus là-dessus lors du match, mais comme ça allait à, vous aimez cette expression, à toute berzingue, c'est pas évident, tu vois, de faire, hop, le petit séquençage, mais le contrôle et Marquinhos se fait effacer, ok, mais il tombe sur un joueur qui te fait, qui a une inspiration qui est lunaire, qui est mémorable. Donc, et derrière, la petite finition qui est remarquable. Et non, non, Luis Diaz, on est sur une saison à plus de 20 buts, 20 passes D. Alors, comme toujours, hein, on peut relativiser les chiffres, mais c'est aussi l'impression de domination et d'énergie où on voit qu'il est capable d'en remettre encore et encore. Et justement, cette intensité, des fois, elle a perdu parce qu'il y a ce fameux tacle sur Hakimi où il ne se contrôle pas, il déborde totalement. Mais avant ça, il met un doublé. Il est quand même de plus en plus chirurgical. Enfin, moi, j'ai suivi pas mal de matchs de Liverpool. Je pensais pas que Luis Diaz pourrait devenir à ce point létal dans la surface. Il y a encore des gestes où tu dis qu'il va en louper 2-3. C'est pas un numéro 9 de formation. Mais sinon, sur ce qu'il t'apporte, c'est pour ça, pareil, hein, le débat, voilà, hop, Dembélé Kane, personne n'a tranché 50-50. Bah, ça, c'est assez magnifique. Mais ouais, Luis Diaz, c'est quand même depuis Porto, Liverpool, le Bayern. On commence à parler de Coupe du Monde chez certains protagonistes de ce soir, Olysée, Kane. Moi, je veux encore une fois découvrir cette Colombie avec. J'ai vu que dans la liste de la Colombie, il y avait encore un certain Ospina qui était présent. On va quand même avoir une Coupe du Monde avec et David Ospina et Memo Ochoa. Et ça, c'est quand même les émotions. Mais le match de Luis Diaz est remarquable et vraiment très très fort. J'ai bien aimé, moi, Pavlovic. En vrai, ce qui était fou, c'est qu'on s'attendait à ce que le milieu de terrain soit le plus important, mais je pense que c'était plutôt les duels et surtout la performance des ailiers, des joueurs de débordement. On s'attendait à voir, tu vois, un gros Kimmich, Pavlovic, Moustiala contre Zaire Emery, Vitinha Nieves, qui a remporté la bataille du milieu. Comme tu as eu beaucoup de séquences où tu as eu des transitions, des ballons qui ont sauté des lignes, c'est pas évident d'avoir une réponse archi tranchée là-dessus. Mais moi, j'ai quand même bien aimé le match de Pavlovic. Il y a un retour en première période où il met la jambe au moment où il faut contre Dembélé. Ça, c'est quand même assez fou. Et pareil, hein, on continue sur le petit débat parallèle Coupe du Monde, Pavlovic avec l'Allemagne, premier gros tournoi. Ça va donner quoi dans un contexte différent du Bayern, où l'Allemagne a moins de certitude collective. L'Allemagne est une belle équipe, mais n'est pas la machine de compagnie. Ça va être quand même assez intéressant d'y répondre. Marquinhos qui sauve un but, oui. T'as aussi Pacho qui enlève une tête à la dernière minute. Donc même dans cette soirée, c'est pour ça que ce soir, j'ai pas forcément, je peux pas tomber sur les défenseurs, les gardiens. Neuer par exemple. Tonton, tu peux faire mieux. Enfin, faut le dire. À un moment donné, j'ai l'impression qu'il avait plus envie de plonger. Là, il avait cette flemme. Mais sinon, Neuer, voilà, je pense qu'il y a quand même 2-3 situations où il peut faire mieux. J'ai pas envie de donner des conseils de gardien à Neuer, je me permettrai pas, mais c'est un peu laxiste par moment. Mais il y a des défenseurs qui ont fait un vrai bon match. Enfin, Upamecano, comment on le juge? Son équipe prend 5 buts, mais je trouve qu'il a quand même eu, à un moment donné, pareil, côté droit, il déborde et il dépasse tout le monde. Enfin, physiquement, c'est l'impression que laisse ce gars.
C'est très très fort. Upamecano prend 5 buts et prouve qu'il peut être le meilleur du monde à son poste, ce match est fou. C'est ça, exactement. C'est que normalement, quand ton équipe elle prend 5 buts, après Upamecano, il sera pas content du match. Hein. Son équipe a perdu, il a pris 5 buts. Il y a des situations, il va se refaire ça dans sa tête, il va dire c'est pas une performance aboutie. Mais sur certaines situations, il y a des retours qui ont été salvateurs sur Dembélé, son pote d'enfance d'Evreux, sur Doué. Il y a eu des percées, il y a eu ce que j'aime chez lui, des dépassements de fonction à certains moments. Ouais, il peut quand même être. Il y a des choses, beaucoup de choses à sauver de son match. Parce que, ouais, je suis d'accord avec toi, c'est le meilleur défenseur parmi tous ceux qu'on peut citer. C'est vrai que dans la compo de compagnie, ce qui a étonné, c'est le choix Alphonso Davies par rapport à un Konrad Laimer. Est-ce que Davies il s'est dit, notre coach belge, que tu avais Edoué et Hakimi, que finalement Davies avec sa vivacité, ça allait pouvoir rivaliser contre un Doué en grande jambe, Hakimi, et peut-être provoquer des 2 contre 2, voire des 2 contre 1 avec Luis Diaz. Ouais, c'est vrai que les 20 premières minutes, c'est limite le meilleur joueur du Bayern, il y a de belles choses. J'aurais quand même mis Laimer. C'est pas pour faire le choix de la sécurité, c'est que Laimer fait une saison qui est remarquable. J'adore ce joueur. On a parlé voilà, de ce que Luis Diaz te dégageait comme pressing, comme énergie. Et je trouvais que son match était très très bon dans ce sens. Donc je pense que Laimer sera titulaire au retour. Même si Alphonso Davies, voilà, il y a cette main et du coup ça peut te laisser un sentiment un petit peu amer. Mais ça reste, pour un joueur qui a eu pas mal de blessures, 45 minutes. Ouais, qui sont encourageantes. Par contre, Moussiala, ouais, Laimer te coûte un but aussi, celui Dembélé. C'est vrai qu'il est sur la photo de famille. Moussiala pour le retour, parce que franchement, l'entrée de Goretzka, elle est pas folle. C'est pour ça, curieux de voir un petit peu les choix que Compagnie va pouvoir faire. On sait que Nico Jackson, il peut jouer derrière l'attaquant, mais est-ce que tu vas partir avec Nico Jackson d'entrée? T'as Tom Bischoff, je sais pas s'il va pouvoir revenir, parce que Lennart Karl, je pense pareil, sera pas rétabli à 100%. Donc Compagnie n'aura peut-être pas des choix à 100% pour ce match. Peut-être qu'il repartira avec Moussiala en se disant, bon bah, voilà, c'est Moussiala, je lui fais tout de même confiance dans cette histoire. Goretzka, son entrée horrible, je sais pas ce qui se passe avec ce joueur. Bah, c'est comme beaucoup enfin, pas beaucoup, mais comme pas mal de trentenaires qui ont joué club et sélection pendant un moment. Il y en a qui sont des athlètes hors normes qui peuvent tenir sur la durée. Je pense que Goretzka est juste cramé, mais il est cramé depuis pas seulement cette année. Pour moi, ça fait 1 an et demi, 2 ans. Pour ça que dans certains mercato idéal, je vais voir du Goretzka. Parce que Goretzka, sur le papier, gros vécu, vainqueur Ligue des Champions, Bayern, Allemagne, ça coche plein de cases dans le CV. Mais si je le vois dans des mercatos idéal, Manchester United, Juve, tout ça, moi je trouve que c'est pas une bonne idée. Tu vois, par exemple, à la Juve, si je dois donner une belle prime à signature entre Bernardo Silva et Goretzka, c'est toujours Bernardo. Et pourtant, Bernardo, il y a eu quelques mois difficiles, hein, mais en Italie, je fais plus confiance que Goretzka pour rebondir. Après, en Italie, peut-être que même Goretzka là, il serait dans un fauteuil, mais ça se pose quand même comme question. Goretzka est trop Tottenham compatible, direction la Turquie. En vrai, Goretzka à Galatasaray, Goretzka au Fener, j'ai la vision plutôt du Dortmund ou un club allemand européen. Alors, j'avoue que comme je crois qu'il est formé à Schalke, je sais pas si c'est un vrai enfant de Schalke et si là tu vois ce truc un petit peu du derby de la Ruhr. Après, il y a une histoire qui pourrait être folle. Schalke va peut-être revenir. Ah non, il commence à Bochum. Donc il est, tu vois, il arrive après une première saison à Bochum. Donc il a peut-être pas cette ADN à 100%, mais il fait quand même 5 saisons là-bas. Mais revenir à Schalke, qui remonte en Bundesliga, ça ce sera un choix fort. Bon, je sais pas avec quel salaire tu le payes, tu vas devoir vendre la Veltins Arena, tu vas devoir vendre quelques trophées, quelques loges pour le rapatrier. Mais ouais, en fait c'est ça qui m'a interpellé dans ce match, c'est que j'ai vu beaucoup d'entrants avec leur fraîcheur pourtant ne pas se mettre à la hauteur du match, mais en même temps, comme c'était sur un rythme tellement élevé, est-ce que même toi, qui as l'habitude normalement de rentrer, tu peux rejoindre ces petits centiles de performance? J'ai l'impression que c'était quand même un match où même ouais, un Fabien Ruiz aussi. Hein. Après, tu as des joueurs qui sont en reprise, justement, tu as d'autres qui sont un peu fatigués. Pour le coup, il n'y a pas de réponse parfaite, mais je suis d'accord, c'est vrai que les changements, tu vas peut-être tomber sur des entraîneurs. Ah, ça va être difficile. En plus, symbole, car tu avais quitté Schalke 04 gratos en mauvais terme. Ah, mauvais terme.
peut-être que l'histoire sera différente. Mais si tu me dis Goretzka, 1er juillet, s'annonce son transfert à Fenerbahçe, il est accueilli par 15 000 Turcs à l'aéroport, j'y crois aussi à cette histoire, à ce scénario. Ah, Neuer, 0 arrêt, 5 buts encaissés. Après, il y a des buts qui se veut faire, mais il y en a d'autres où, quand je dis ça peut être mieux, pareil, il y a certaines relances où c'est assez fatigante. Je sais pas quels sont les plans du Bayern par rapport au gardien, mais je pense que c'est le bon été pour faire la transition, pour aller chercher un autre nom. Bon, t'as Jonas Urbig qui est là, Sven Ulreich aussi. Est-ce que tu lances Urbig ? Est-ce que ça vaut le coup, tu vois, de partir sur une saison avec Urbig, voir ce que ça donne, et peut-être aller chercher un autre gardien. Dans un autre sens, il y avait un Mike Maignan qui aurait pu être intéressant, mais il a prolongé au Milan, et je pense que Maignan au Bayern, ça aurait été un vrai gros morceau. Ça, j'aurais été bien fan de le voir. Mais on va observer cette tendance. Parce que Neuer, tu as eu un match exceptionnel de sa part au Bernabeu. Un retour qui a été plus difficile avec ce raté d'entrée, le lob d'Arda Güler. Tu as également un arrêt qui fait un réflexe qui est pas mal sur Kicks. Là, ce soir, le match est plus difficile. Comment critiquer Neuer ? Tous les buts sont bien placés, petit filet. C'est pour ça, pour moi, il y a des buts, il n'y a rien à dire. Par contre, il y a des fois, tu as l'impression que il voulait pas plonger, ou peut-être ça va trop vite. C'est vrai que devant la télé, c'est peut-être trop facile de juger, de jauger comme ça. Mais on va voir pour Neuer. Moi, je suis le board bavarois. Ouais, c'est peut-être un des dossiers assez importants. De toute façon, pour les dirigeants du Bayern, tu as aussi cette histoire de blessure qui t'empoisonne un petit peu. Sinon, tu vois la différence. Tu as Njantou d'un côté, bon, t'as compagnie et tout, mais tu as Guerrero. Après, tu as pas mal de jeunes, mais tu as Bischoff, Gnabry, Karl, Guerrero, et tu as 3 jeunes qui sont out. Oui, dans ce genre de rendez-vous, ça peut faire un petit peu la différence. Tu fais rentrer que 3 joueurs ce soir, et tu avais beaucoup de défenseurs en réserve. Ça, c'est... Il faut le souligner. Et côté parisien, t'as Kangin qui est resté sur le banc notamment. Beraldo peut-être pour faire souffler un Vitinha. Ça aurait pu être le cas. Mais Lucho ne l'a pas fait ça. Tu sais quoi, Full Guns qui parle de ce Villar, moi j'ai la vision. La Roma, c'est une équipe que je regarde de temps en temps. Et c'est un des gardiens qui a le plus progressé, qui revient de très loin. Benfica, il avait un match où il était passé à côté en Ligue des Champions. Ça n'avait pas été simple. Et depuis 2 ans, il candidate Maignan pour le titre de meilleur gardien. L'an dernier, c'était le meilleur. Maignan a eu une baisse de régime. Et là, encore une fois, il est très bon. Donc, Svillar, si le Bayern doit faire un effort financier, peut-être que ce sera sur lui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur ce match ? C'est vrai que d'habitude, les débriefs, on peut intervenir, tout ça. On peut se poser des questions, mais là, le débrief, ça régale. 9 buts, match fou. Donc, évidemment, on va continuer, quoi. Pipion, tu préfères Neuer ou Kinski ? Kinski, c'est dur de lui tomber dessus parce qu'il fait un arrêt à Wolverhampton qui est déterminant, peut-être pour le maintien des Spurs. Là, demain, tu me demandes sur un match, je préfère Neuer. J'avoue, je préfère Neuer. Urbik sera le nouveau numéro 1 et le board va prioriser le campus. Bah écoutez, franchement, moi, ça me va parce que c'est un gardien qu'on a vu faire des belles choses, sincèrement. Maintenant, faut jauger sur une saison entière avec tout l'enchaînement. En plus, pour lui, il y aura sans doute la découverte de la sélection allemande avec un rôle qui peut être assez déterminant. Donc Urbig, moi, je lui donne sa chance. Ça, je vous rejoins là-dessus. On est d'accord que c'est top 5 meilleurs matchs de l'histoire du foot. Franchement, Makia, qui va te dire l'inverse ? C'est ça la question. Après, comme d'habitude, tes cultures de l'instant, là, on est 1h15 après le coup de sifflet final. J'ai encore du mal à réaliser. Comme je vous le dis, j'ai hâte de me refaire le match en replay, revoir certaines choses à froid. Mais moi, j'ai adoré ce match. Sincèrement, je trouve que c'est... Quand le foot est comme ça, c'est le meilleur sport de l'univers. J'aime beaucoup le basket, j'aime beaucoup le tennis, j'aime beaucoup certaines disciplines. Mais là, en niveau émotion, niveau tac au tac, la partie de tout le monde qui se répond, c'est trop fort. C'est vraiment sensationnel. Et en vrai, comme c'est qu'une manche à aller, curieux de voir le retour, mais si on avait eu ça en finale, est-ce qu'il y aurait eu un peu plus de calcul ? Est-ce qu'on serait moins découvert ? Ou est-ce que finalement, Luis Enrique et compagnie auraient joué à fond de cette manière-là ? Je pense que c'est 2 entraîneurs quand même qui sont assez fiers de leurs idées, de leurs perspectives, et on aurait eu quand même une finale spectaculaire sur un seul match. Qui comme ailier gauche ? Gvaradona à 82%,
devant Luis Diaz qui est à 18%. Je propose qu'on aille peut-être checker vite fait les notes de l'équipe pour voir un petit peu si on est en raccord avec eux. On a 2-9 pour Luis Diaz et Guevara. Ouais, je peux comprendre. Donc on a 5 pour Safonov, 5 pour Hakimi, 3 Marquinhos, 3 Pacho, 3 Nuno Mendes, 7 Zaïre Emery, 5 Vitinha, 7 João Neves, 9 pour Guevara, 8 pour Dembélé, 6 pour Doué. On a 3 pour Manuel Neuer, 3 pour Stanisic, 5 pour Upamecano, 4 pour Jonathan Tah, 3 pour Davis, 6 pour Kimmich, 5 pour Pavlovic, 8 pour Olysée, 4 pour Musiala, 9 pour Luis Diaz et 7 pour Harry Kane. En vrai, des fois, il y a des notes, ça paraît être un peu des dingueries. Là, je vous avoue qu'il n'y a pas forcément un mood où je suis en mode waouh. Enfin, il n'y a pas un truc de dingue. Ta tête, ouais, un point qui peut pour manquer, tout ça. Ouais, c'est vrai que les notes, elles sont sévères pour le Bayern, peut-être, ouais. Ouais, en vrai, Pavlovic et Kimmich, peut-être que je l'aurais mis un peu plus. Je trouvais que c'était très bon parce que le PSG termine à 5,5 de moyenne et le Bayern est à 5,1. Bon, t'as 0,4 d'écart pour un but de différence. C'est pas évident. Ouais, Upamecano, peut-être 5 buts, mais s'il est à 6, je suis d'accord avec toi. C'est pas abusé. Neuer, j'aurais mis peut-être un point de moins parce que je trouve qu'il n'a pas été à la hauteur du rendez-vous. Neves et Emery, c'est ok. Même Doué, hein, franchement, il y a des choses à retenir de son match. La défense parisienne a souffert, c'est normal de mettre ces notes-là. Sinon, tout le reste, je suis plutôt d'accord. Franchement, le match, elle est là. C'est extrêmement fort de la part du Bayern et beaucoup auraient abandonné mentalement à 5-2, mais il restait, disons, 120 minutes de match. Je peux qu'être d'accord avec toi. Cette équipe a quand même une force mentale et des ressources insoupçonnées. On l'a déjà vu à Fribourg, où ils s'étaient menés 2-0, ils avaient remonté à un 3-2. On l'a vu également lors du match face à Mayence, ils s'étaient menés 3-0, ils ont gagné 4-3. Et on l'a vu récemment, le match contre le Real Madrid. Alors oui, tu as ce carton rouge de Camavinga et tout, mais on sait que le Bayern s'est fait peur. Le Bayern aurait pu, encore une fois, revivre certains démons européens contre les Madrilènes qui ont été pendant pas mal d'années leurs bourreaux. Et là, ils ont cette capacité à peut-être avoir confiance en eux. Je pense que c'est le principal mot d'ordre. Ce Bayern de compagnie a des qualités qui sont remarquables dans plein de secteurs. Et quand ça décide d'accélérer, il faut juste maintenir ce tempo. Et au bout d'un moment, ça va passer. Et j'ai trouvé que la réaction à 5-2, elle est très très forte parce que d'ailleurs à 5-2, il y a aussi un contre qui peut amener un 6-2. Et là, ouf, ça aurait été fini. Enfin, je pense que 6-2, je sais même pas si tu peux repartir au combat encore une fois. Quoique, comme je vous le dis, c'est une équipe qui vraiment n'hésite pas, qui va ne pas lâcher l'affaire. Et ces deux buts là, du Upamecano et de Luis Diaz, ça prouve que le Bayern a un truc. Il y a une flamme sacrée. Donc, ils vont aller à ce match retour. Qu'en attendre? En fait, j'espère juste le même spectacle. Vous imaginez 18 buts en 2 matchs aller-retour, ce serait sensationnel. Mais voilà, on a goûté à l'excellence. On a vécu un restaurant 3 étoiles. C'est Etchebest qui a ouvert son énième resto à Bordeaux, qui m'apporte un pigeon farci, plein de petits champignons avec la sauce qu'il faut. Et là, je veux juste regoûter ça. Peut-être que je vais aller chez son concurrent Gordon Ramsay qui va également me régaler. Mais ouais, ça c'est clair et net. Ce PSG Bayern du 28 avril 2026, on s'en souviendra. C'est vrai que on a grandement apprécié. Ouais, tu te prends le 6ème et Barcola rentre 2 minutes plus tard, c'est fini. Ah non, mais le Barcola qui arrive, voilà, c'est hardissant avec Elise Moon, pas besoin de vous faire le même, mais vous connaissez tous un petit peu la référence. On va peut-être pas se quitter de suite, il y a quand même un dossier que je voulais voir avec vous. Vous ne rêvez pas, on est bien en 2026 et le nom de José Mourinho est cité pour prendre la relève d'Arbeloa et revenir au Real Madrid selon l'équipe. Et si José Mourinho, 63 ans, revenait au Real 13 ans plus tard? L'hypothèse prend de plus en plus d'épaisseur depuis plusieurs semaines. L'actuel entraîneur de Benfica fait partie de la shortlist établie par les dirigeants madrilènes pour succéder à Arbeloa l'été prochain. Et comme révélé hier par The Athletic,
The Special One serait même désormais le favori du président merengue, Florentino Pérez, car Mourinho est l'un des très rares entraîneurs à avoir su gagner le respect du très exigeant patron du Real après son patron à la Maison Blanche, 2010-2013. Les deux hommes se vouent une admiration et un respect mutuel. Après le licenciement du Portugais en mai 2013, ils ont toujours maintenu le contact et échangé notamment pour féliciter l'un ou l'autre des titres conquis. Au sein de l'environnement merengue, Mourinho a aussi gardé une forte cote de popularité. Il coche toutes les cases du profil dressé par les dirigeants madrilènes pour devenir leur prochain entraîneur, un technicien expérimenté à l'aura et l'autorité naturelle, capable d'être immédiatement respecté par le vestiaire et un gagneur qui a déjà accroché de nombreux titres à son palmarès. Pour toutes ces raisons et au-delà de sa proximité avec le Kicks, Deschamps fait aussi partie des noms étudiés, même si le fait qu'il n'ait plus entraîné de club depuis 2012 refroidirait certains dirigeants du Real. La piste Jürgen Klopp, visiblement pas enclin à réentraîner la saison prochaine, serait elle quasiment morte. Les noms de Pochettino et Scaloni circulent aussi. Les conseils de Mourinho seraient en tout cas déjà entrés en contact. Enfin, quand on dit les conseils, c'est l'entourage du Special One. Entrer en contact avec les décideurs madrilènes, c'est la sortie de Benfica ne poserait pas vraiment de problème. Le Portugais dispose d'une clause libératoire d'environ 3 millions d'euros activable durant les 10 jours suivant son dernier match de la saison avec le club lisboète. Au sein du Real, on assure qu'il n'y a aucun accord avec Mourinho et que rien n'est décidé quant au choix du futur entraîneur. Certains dirigeants madrilènes jugent le natif de Setúbal obsolète, recommandent à Pérez de ne pas l'engager, mais vu qu'à la Maison Blanche, un seul homme décide, qu'il a toujours énormément apprécié Mourinho et qu'il est adepte de faire revenir les entraîneurs auxquels il est attaché, Zidane, Ancelotti, la possibilité de revoir le Portugais sur le banc du Real, faute de mieux, ne relève pas de la fiction. Écoutez, vous ne rêvez pas, hein, on est bien... on est bien, comme je vous le disais, en 2026. Ouais, Bordeaux pense à Elie Boep, Saint-Etienne pense à Christophe Galtier, l'OM envisage de faire revenir Eric Guéret. En vrai, je peux comprendre l'idée. Ce qui est ouf, c'est que Florentino Pérez, son carnet d'adresses se résume à « T'es un ancien joueur du Real ou t'as déjà entraîné le Real ?» Sinon, depuis Lopetegui en 2018, et ça n'a pas duré longtemps, on n'a plus eu d'initiative de sa part pour essayer de nouveau un gars hors du cercle madrilène, sauf qu'au bout d'un moment, c'est pas extensible, hein, tu vois, la possibilité de coach. Moi, ce qui me pose un petit peu question, c'est que t'es déjà un vestiaire où on sait que les égos, c'est pas simple, va falloir gérer ça, mettre les mains dans le cambouis. Est-ce que Mourinho, avec son caractère, ça va pas faire bientôt trop d'étincelles? Après, évidemment, il peut mettre au pas tous ces gars-là. Il serait respecté, ça je suis d'accord. Mais on sait que, voilà, et Vini, et Mbappé, et Bellingham, et Rodrigo qui va revenir, enfin, c'est fait beaucoup de choses à gérer quand toi-même tu dois te gérer. Et après, le dernier truc, est-ce que la relation Mourinho-Vinicius, elle peut exister au beau fixe? Après les déclarations du fameux match Benfica-Real, l'incident raciste impliquant Prestiani, où en gros Mourinho a dit bon, Vinicius c'est bien sympa mais qu'il arrête de célébrer tout ça. Enfin, il a eu des déclarations malheureuses que moi j'ai vraiment pas appréciées. Même Compagnie, qui a une communication assez neutre, l'a recadré en disant il y a des choses qu'on ne peut pas dire et je suis d'accord avec lui. Est-ce que Vinicius par rapport à cette sortie là il peut aller à la guerre avec Mourinho en sachant que cet épisode quand même il n'était pas simple à évoquer? Et après, c'est aussi même la trajectoire de Mourinho depuis un moment. C'est quand la dernière grande version de Mourinho qu'on a eue? Il y a eu des trucs, hein, avec Tottenham, il est qualifié avec des champions, avec la Roma, il remporte la Conference League. Mais la dernière victoire de Mourinho en match à élimination directe en Ligue des Champions, elle remonte à quand? Parce que après, il aura un effectif, normalement, il pourra passer les tours. Ça, je m'en fais pas pour lui. Mais Mourinho, depuis un moment... c'est quand même un coach qui manque, hein, à la coupe aux grandes oreilles à LDC. On le revoit par petits moments. Mais tu sais que Birdman, ton hypothèse là, Ancelotti, je serais même pas étonné que le Pérez, si le Brésil sort dès les huitièmes, il active, tu vois, la piste. Hein. Il se pose pas de questions. Il se dit, bah écoute, il a déjà entraîné plusieurs reprises. Ça pourrait pourquoi pas le faire, quoi. José Mourinho, voilà, la Benfica, il est pas passé contre le Real. Tottenham, il passe pas contre Leipzig. Manchester United, il passe pas contre Séville. Chelsea PSG, il ne passe pas, c'est la fameuse tête de Thiago Silva. Bah en fait, la dernière qualification de Mourinho, c'était
à moins que j'abuse, hein, mais c'était le fameux but de Dembaba, le Chelsea PSG, le quart de finale 2014. Avril 2014. Je sais pas, François Hollande était président, on n'avait pas encore eu la Coupe du Monde. Antoine Griezmann venait de faire sa première sélection en équipe de France. Enfin, il y a des événements. Tu regardes ce qui s'est passé il y a 12 ans. Ouais, c'était quoi les hits à la mode C'était. C'était Pharrell Williams avec les Daft Punk. C'est quoi les films de 2014 par exemple? Mbappé avait 15 ans. Enfin, au bout d'un moment, ouais, c'est bien de rappeler un ancien. Mais ouais, The Gambler, Hippocrate, la série, Le Prodige, Nightcall, mais Interstellar venait de sortir. Et Interstellar, Whiplash, Gone Girl. Ah ouais, là c'est. Après, il y a des vrais bons films hein, dans cette petite liste. Imitation Game. Ah ouais, c'est ouf quoi. Dragons 2. Ouais, c'est au bout d'un moment, on rembobine Les Gardiens de la Galaxie. Premier volume. Ah, Gardien de la Galaxie, premier volume, là, j'avoue que c'est le moment de se dire que c'est peut-être pas le bon moment de rappeler le mou. Après, voilà, comme d'habitude, les chiffres, les stats sont faits pour être démentis. Mais je me demande si en 2026, il faut pas aller chercher un meilleur profil. En vrai, vous savez que le nom Scaloni me plaît bien. Je vous avoue que Scaloni, ce qu'il a fait avec l'Argentine, comme boulot, comme travaux, c'est assez remarquable. Toujours la même question, passer du contexte sélection club, à voir si ça se passe bien avec l'Argentine, est-ce qu'il veut partir sur un autre challenge, tout ça. Tourelle, ça pourrait être un nom. Après, avec l'Angleterre, il vient d'arriver. Il y a pas mal de coachs qui sont pas libres, qui auraient pu être des opportunités pour le Real. Maintenant, comme on le dit, il y a juste Florentino qui décide, et Florentino, qui a un certain âge, qui a respect éternel pour ce qu'il a accompli, mais au bout d'un moment, tu te demandes si faut pas aller sur un autre organigramme et changer ça. Mais est-ce que l'institution Real est prête pour ces bouleversements, pour changer un peu son logiciel? Parce que c'est le Real, c'est un club qui attirera toujours, qui peut compter sur des joueurs d'exception, quoi qu'on en dise, pour avoir des fulgurances. Sauf que là, c'est la deuxième saison où tu sors en quart de LDC, où tu ne gagnes pas le championnat. Et évidemment que la remise en question, elle doit être immédiate. Club pour reconstruire. Moi, vous connaissez mon opinion sur le jeu. J'ai dit, si je devais miser sur un seul gars et lui donner plein pouvoir, c'est lui. Genre Klopp, on voit ce qu'il donne. Normalement, il a et le jeu, et la vision moderne, et l'aura, le charisme, le respect pour changer. Après, comme je vous le dis, on peut mettre Klopp, mais avec ce vestiaire-là, on est sûr de rien. Et si vous m'annoncez que Jürgen Klopp est limogé au bout de 4 mois et qu'on rappelle Solari ou Carveloa sort de nouveau de la réserve pour aller faire le pompier, je ne serais pas du tout surpris, quoi. Il faut courir avec Klopp. Qu'est-ce que tu sous-entends? Dis-nous en plus, Zlatanes, quoi. Klopp deviendra fou si les joueurs ne défendent pas, sinon Mbappé entraîneur-joueur. Après, tu sais que Klopp-Mbappé, c'est un des combos entraîneur-joueur que je voulais le plus à une époque. Bon, il y avait évidemment un trio fantastique, Mané, Salah, Firmino, mais tu vois, à un moment donné où Firmino ou un autre partait, je me demande si on n'aurait pas pu avoir un Mbappé dedans, et je pense que Mbappé sous Klopp, c'est un des entraîneurs qui lui correspond le mieux dans le profil, dans, j'ai envie de dire, l'activité offensive. Après, derrière, ça peut être plus délicat. Guardiola possible. J'ai lu les 2 SoFoot qui sont très très bien sur la carrière de Guardiola. Je ne mettrai pas ma main coupée, parce que, je vous le dis souvent, c'est un sport où beaucoup de choses peuvent se passer, mais je ne pense pas que Guardiola rejoindra un jour le Real. Je pense que peut-être plus la sélection espagnole, peut-être plus un retour au Barça, mais ça, j'ai du mal à y croire. Par contre, Pochettino, il connaît la Liga, il a fait des grands clubs. Pochettino, si ça se gamelle avec les USA, pourquoi pas? Pourquoi pas, après, hein, on pourrait revoir cette histoire. Les amis, on va s'arrêter là-dessus. Débrief très vaste sur ce PSG Bayern qui le méritait bien. J'espère que vous serez aussi enthousiaste, aussi présent demain après le rendez-vous du Wanda Metropolitano, le Riyadère qui va nous offrir un Atlético Arsenal. Ça va être quelque chose. On a hâte, sincèrement. Je pense que ça peut être une belle tournure, mais on sera quand même là ici, donc n'hésitez pas à revenir. On se
on aura des choses à dire, même si c'est peut-être pas fantastique, on aura quand même de l'analyse sur ce match. Passez une très bonne soirée, une bonne nuit, comme toujours. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager également en podcast dédicace aux auditeurs du COP de Scipion. Et nous, on se dit à très vite les boss. À demain soir. Salut à tous.